Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le montage d'une Megasquirt 1. Donc vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble un kit Megasquirt 1. Voilà. Alors voilà, donc ici on a un petit sachet en plastique avec des composants à l'intérieur. Vous avez voilà, vous avez ici à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour pouvoir assembler votre Megasquirt 1. Donc ici vous avez le PCB, voilà le PCB, plus le boîtier en aluminium qui est livré avec votre kit pour l'assemblage de la Megasquirt 1. Je vais maintenant vous montrer quel type d'outillage on utilise pour pouvoir assembler une Megasquirt 1 soi-même, donc en do it yourself. C'est pas bien compliqué, hein. J'utilise des outils très simples pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de choses très compliquées pour pouvoir assembler cette Megasquirt. Alors voyons voir. Donc pour l'assemblage, qu'est-ce qu'on utilise? Alors moi, donc j'utilise une multiprise avec interrupteur ici, voilà. J'utilise un petit fer à souder, tout ce qu'il y a de plus simple, 220 volts, 30 watts. 30 watts, c'est amplement suffisant pour la majeure partie des composants. Les composants électroniques ne nécessitent pas un fer très puissant pour la soudure. Donc ça, 30 watts, c'est amplement suffisant. Une petite particularité de ces fers pas chers, la première fois quand ils sont neufs et que vous les branchez, durant les 5 premières minutes, ils peuvent émettre un peu de fumée et bleuir ici. Alors je ne sais pas si on voit ça très bien. Ici le corps de chauffe bleuit avec le temps, hein. C'est tout simplement, tous les fers font ça, quand on les utilise ils bleuissent parce qu'à l'intérieur la résistance chauffe. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise une petite multiprise? Parce que la petite multiprise ici me permet d'allumer et d'éteindre le fer au besoin quand j'ai besoin de m'en servir. Donc j'allume, 1 ou 2 minutes après c'est prêt à souder, je soude rapidement tout ce que j'ai à souder, je l'éteins dans la foulée. Ça préserve la panne, ça évite de surchauffer le fer et de le laisser chauffer trop longtemps pour rien du tout. Donc voilà, donc un petit fer à souder, tout ce qu'il y a de plus standard. Ici j'ai une petite boîte. À l'intérieur, il y a de la paille de fer. C'est très pratique quand vous voulez nettoyer votre fer. Donc quand il est bien chaud, vous passez votre panne. Vous passez votre panne ici comme ça, dans la paille de fer. Ça vous permet de nettoyer la panne et qu'elle puisse rester vraiment bien propre pour pouvoir souder dans les meilleures conditions. Voilà. Ici, j'utilise un petit support métallique pour pouvoir poser mon fer dessus quand je ne m'en sers pas. Ça évite de brûler votre bureau ou tout simplement si vous ne savez pas où mettre votre fer. Vous mettez ça sur votre petite pâte en métal et il peut attendre que vous puissiez l'utiliser pour la prochaine soudure, tout simplement. Donc ça, hop, voilà. Donc ça je le mets comme ça. Ici, rien de plus simple, hein, un petit rouleau d'étain, enfin petit, celui-ci est un rouleau de 5 ou 600 grammes, donc c'est un gros rouleau d'étain parce que je m'en sers beaucoup. Donc comme je m'en sers beaucoup, j'en achète en grande quantité, forcément. Vous pouvez les trouver en 50 grammes, donc des petits rouleaux 50 grammes, ça suffit largement pour assembler une Megasquirt et pour souder votre kit. Maintenant, une chose importante, c'est cette petite pince. Donc cette pince là par exemple, vous pouvez vous en servir pour couper, parce que tous les composants sont plus longs, les pattes des composants sont longs. Donc quand vous avez soudé les pattes des composants, je vous montrerai tout à l'heure, vous utilisez cette petite pince et vous coupez l'excédent des pattes qui dépassent au dos du PCB, donc à l'arrière de la platine où on va souder les composants. Vous coupez toutes les petites pattes qui dépassent pour que ce soit propre et que la finition soit nickel. Donc je vous montrerai ça après. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, soit vous bossez dans un local bien aéré. Moi je préfère utiliser une de ces petites machines, c'est un aspirateur de fumée, donc vous mettez ça à côté de ce que vous êtes en train de souder. Ici au dos il y a un petit ventilateur, ça va aspirer ici la fumée de soudure. Ici c'est un petit filtre à charbon actif, donc ça va neutraliser les vapeurs de soudure et vous pourrez souder sans inhaler les vapeurs de soudure.
Sachez que les vapeurs de soudure sont assez nocives, donc je vous conseille d'en acheter un, ça vaut pas très cher, cherchez sur eBay ou n'importe où. Si vous n'en avez pas, soudez dans une pièce très aérée et ne respirez pas les vapeurs de soudure, voilà tout simplement. Hop. En ce qui concerne les instructions de montage, pour les Megasquirt 1, 2 et 3, vous allez sur le site internet, donc www.msextra.com, et sur ce site vous trouverez tous les manuels des différentes Megasquirt, comment les assembler, comment les faire fonctionner, comment les tuner, et ainsi de suite et ainsi de suite. Malheureusement beaucoup de ces manuels sont en anglais, alors pour tous ceux qui voudraient des conseils, de l'aide sur les Megasquirt, comment les assembler, comment les câbler, comment les tuner, et ainsi de suite, alors je vous conseille de visiter mon forum, de vous inscrire et d'ouvrir des nouveaux sujets d'aide, poser toutes vos questions et ainsi de suite. Donc le forum c'est megasquirt.yaban-racing.com. Je peux vous aider dans tous vos montages Megasquirt. Il suffit de poser vos questions et vous aurez une réponse assez rapidement. J'essaierai de répondre à toutes vos questions sans aucun souci. Maintenant, on va passer à l'assemblage de cette Megasquirt 1. Je vais mettre une caméra au-dessus du bureau et on va passer en vue de haut et vous allez voir tout le processus d'assemblage. Je vais vous expliquer les points un petit peu particuliers où il faut faire attention lors du montage. Donc on est parti. Ici donc vous avez vu mon fer et mon aspiration s'allume. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc quand j'allume ici mon fer, je vais rééteindre hein, parce que c'est bruyant. Donc mon fer et mon aspiration s'allument en même temps quand j'utilise ce bouton. Donc à chaque fois que je veux souder, j'allume ici, j'attends 1 ou 2 minutes que le fer soit chaud et je peux enchaîner sur la soudure. Donc vous allez voir ça en avance rapide à chaque fois sur les passages de soudure, de montage de composants qui sont pas intéressants et ainsi de suite. Voilà, donc ça, je vous ai expliqué comment j'utilise le fer. J'allume et j'éteins ce petit bouton et je fais mes soudures et hop, et je continue à placer mes composants et ainsi de suite. Ici mon petit rouleau d'étain, ici voilà, je me sers souvent du capuchon pour évacuer le trop plein d'étain, parce que si maintenant vous êtes en train de souder et que vous avez trop d'étain sur la panne, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra évacuer donc le trop plein d'étain. Vous aurez une petite goutte là, pam, vous l'évacuez dans le capot ici. De toute façon ça restera au fond de ces petites boîtes là quand c'est usé. Quand c'est usé, on jette la boîte. De toute façon ça vaut pas grand chose, hein, c'est quelques euros, donc les petites boîtes comme ça, c'est pas très cher. C'est parti, je vais mettre ça de côté pour dégager le passage. Maintenant, sur le site, alors je rappelle le nom du site, c'est www.msextra.com. Je vais vous faire une rapide screenshot. Alors voilà, une petite screenshot pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc maintenant sur le site www.msextra.com, vous recherchez mode d'emploi Megasquirt 1. Quand vous avez recherché le mode d'emploi Megasquirt 1, il n'y a que la version en ligne. Donc vous pouvez prendre la Megasquirt 2 ou la Megasquirt 3. Je ferai aussi une vidéo sur la Megasquirt 2 et sur la Megasquirt 3 pour vous montrer les spécialités qu'il y a sur ces deux versions. Donc vous verrez ça un autre jour, mais aujourd'hui ce sera la Megasquirt 1. Donc vous cherchez sur la page manuel, il n'y a que le manuel en ligne, hein, donc il faut rechercher la partie assemblage. Alors on descend sur la page hardware. Sur le hardware, on va prendre V3 Board Assembly Guide. Donc maintenant que l'on est sur le megamanual.com, je vais vous mettre le lien dans la description. Maintenant, il faut savoir que la Megasquirt 1 V2.2 ne comporte pas vraiment beaucoup de composants, donc ça va pas être un assemblage très compliqué. Donc le PCB V3, donc le PCB V3 que je suis en train de vous montrer à l'instant. Voilà. Donc celui-ci comporte beaucoup plus de composants. Il a été beaucoup amélioré en termes
de protection des circuits. Donc on a ajouté beaucoup de composants pour la protection des entrées, pour ne pas faire griller les entrées ou pour ne pas faire griller le microcontrôleur et ainsi de suite. Donc la V2.2 de toute façon est amenée à disparaître. Moi j'en ai encore parce que je les apprécie pour leur simplicité. Elles sont pas aussi polyvalentes que les V3. Donc prenez plutôt une V3, vous serez bien mieux. En plus elle a les proto elle a les parties proto qui sont bien meilleures. Elle a toutes sortes de circuits qui sont bien plus performants, surtout dans les entrées pour les capteurs de position et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment on assemble basiquement un V2.2. Donc les techniques d'assemblage, que ce soit pour une V2.2 ou pour une V3, ce sera la même chose. Donc ici donc on a une Megasquirt V3. On va tout de suite commencer à ouvrir le kit 2.2. Ensuite je vais vous expliquer, je vais vous mettre à l'écran une capture d'écran de layout. Donc le layout c'est quoi? C'est tout simplement le schéma avec tous les composants. Donc c'est le schéma avec tous les composants qui sont affichés sur le PCB. Vous allez voir, hop. Donc en gros, le PCB, le schéma du PCB est très simple. Tous les composants sont donc tous les composants qui se trouvent dans le sachet. On va ouvrir tout de suite, hein, comme ça vous allez voir. Alors voilà. Voilà, hop. Voilà, donc Megasquirt 1 V2.2. Donc ici on vous donne tout ce qui est visserie, connecteur. On va ouvrir hop, rapidement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble ici à l'intérieur. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un connecteur, donc les coques, le connecteur avec la visserie de montage. Un connecteur DB9, donc pour la communication DB9 entre la Megasquirt et votre ordinateur. Un connecteur mâle et femelle DB37, donc celui-ci vient se souder sur le PCB. Dans le méga manuel, on vous recommande de les souder en premier. Moi je ne les soude jamais en premier, je préfère les souder en dernier. C'est la dernière chose que je fais. Je mets ces connecteurs en place et je les soude. Ça permet de mieux manipuler la board à mon avis. Enfin ça c'est mon avis personnel. Donc on va pas s'en occuper tout de suite, on s'en occupera tout à l'heure. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est la coque donc qui vient sur le connecteur ici. Donc je m'en occuperai plus tard, tout simplement. Voilà, je vais mettre ça là en attendant. Hop. Donc ça, MS1 CPU, donc c'est le microcontrôleur de la Megasquirt 1. Je vais le mettre de côté, je vais le laisser dans son petit sachet parce que tous ces petits sachets ce sont des sachets antistatiques. Il n'y a pas vraiment de composants qui risquent beaucoup à part le microcontrôleur. Il n'y a pas beaucoup de composants qui sont très sensibles à l'électricité statique. Donc tout ce qui est bracelet antistatique, tapis antistatique et tout ça, vous pouvez aisément vous en passer. Ne mettez pas de pull en laine quoi. Hein, ne mettez pas de pull en laine pour éviter l'électricité statique et des choses comme ça. Donc laissez celui-ci dans son sachet jusqu'à la dernière minute avant de le poser. Donc ça vous posera aucun problème. Ici, donc on a tous les composants discrets du circuit. Donc on a MPX 4250, c'est un map sensor, donc c'est le capteur de pression collecteur d'admission. Celui-ci est un 1/5 d'origine, donc avec la Megasquirt. Là, tous les transistors sont bien étiquetés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ils sont tous très bien étiquetés, donc on a vraiment tout l'étiquetage qui est très bien fait. En fait, c'est pas très compliqué, hein, je vais vous montrer. Hop, on va sortir le PCB ici. Hop, je vais prendre cette petite pince. C'est pas ce qu'il faudrait utiliser, alors vous me pardonnerez. Voilà.
Le boîtier c'est pareil, pour l'instant on n'en a pas besoin, donc je le pose de côté. Le PCB, donc il se présente comme tout le reste dans son petit sachet antistatique. Voilà. Alors je vais vous mettre les deux PCB côte à côte, que vous puissiez voir la différence. Hein. Voilà. Donc un PCB 2.2 et un PCB 3.0. Donc voilà les deux PCB côte à côte, un 2.2 et un 3.0. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'ancienne génération, ça c'est la nouvelle génération de Megasquirt. J'aime bien les PCB 2.2, je vais vous monter ça, vous allez voir à quoi ça ressemble une fois que tout sera assemblé. Donc ici sur le PCB, chaque composant est annoté, donc il y a le nom de chaque composant qui est marqué, donc sur le PCB. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, dans chaque sachet, par exemple U3, vous voyez là, ici U3, MPX 4250AP, Map Sensor U3. Là je cherche sur mon PCB, voilà, alors je cherche mon PCB, ça doit être, voilà, U3. Donc U3. Et donc on va installer ici en dessous à la face inférieure, ça s'installe sur le dessous. Vous allez installer U3 et le souder ici sur le PCB, tout simplement. Voilà. Les deux autres composants qui s'installent en dessous, ce sont ces deux-là. Et tout le reste des composants s'installe sur la face supérieure. Donc voilà. On aura peut-être quelques petits jumpers à rajouter sur le dessous, mais ça on verra par la suite. Voilà. Allez. Donc je vais vous montrer encore le reste du kit. Donc ici, là, le connecteur DB9, donc je vais pas le mettre, je le mettrai après. Voilà. Ici, dans ce sachet, vous avez quoi? Donc ça, c'est un morceau de tuyau. Ce morceau de tuyau permet de raccorder ici, en dessous, le capteur MAP, donc le capteur de pression d'admission au bord de la boîte, parce que la boîte va arriver là, donc au bord du PCB. Donc pour parcourir la distance entre le capteur et la boîte et le bord de la boîte, on fournit donc ce petit tuyau qui permet de raccorder tout simplement la map à la boîte. On vous fournit aussi un petit peu de graisse thermique et des vis en nylon pour pouvoir isoler donc les transistors du PCB avec des vis en nylon, et pour pouvoir ajouter un peu de graisse thermique entre le PCB et les transistors pour que la dissipation thermique, pour qu'il y ait une bonne dissipation thermique. Ça chauffe pas des masses, mais par précaution ils ont quand même mis de la pâte thermique pour qu'on puisse avoir une bonne dissipation thermique. Ici, ça ce sont les vis de la caisse en elle-même, donc ce sont les vis qui permettent d'assembler le boîtier une fois que votre Megasquirt est entièrement soudé. Voilà. Et ici, les sachets avec tous les composants dedans. Alors ici, on a un sachet où il y a tous les condensateurs à l'intérieur. Voilà, tous les condensateurs. Ici, on a toutes les diodes. Donc toutes les diodes sont dans ce sachet. Elles sont toutes étiquetées. Donc chaque diode est étiquetée pour les mettre en place. Et sur le PCB, on a le détrompeur qui est bien marqué pour le sens du passage du courant dans la diode. Ici, donc, on a tout le sachet des résistances. Voilà. On a toutes les résistances, tout est bien étiqueté, vous avez tous les numéros des résistances, il suffit de les mettre en place et de les souder. Donc rien de compliqué ici. Si vous respectez la numérotation des résistances, la bonne orientation des diodes avec leur numérotation, la bonne orientation, certains condensateurs ont des orientations. Je vous expliquerai tout à l'heure les orientations, c'est assez facile, vous verrez, c'est marqué sur le composant, la patte plus, elle est toujours indiquée sur le composant, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ici, donc on a tous les transistors qui permettent de commander les différentes fonctions de notre Megasquirt. On va maintenant commencer. Donc moi je commence toujours par les résistances, ensuite par les condensateurs, et je finis par les diodes, et en dernier quand j'ai fini de souder tout ça, je soude donc
tout ce qui est composants discrets, donc les transistors et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les électrotechniciens qui nous regardent, à mon avis, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer parce que je fais quelque chose qui rend la vie difficile des dépanneurs. Voilà, alors je commence par les résistances. Premier sachet. Alors résistance R1, R2, R9, R13, R16, R25, R26, R28. Ce sont des résistances, donc elles n'ont pas de polarité. Alors, c'est parti. Voilà. R1. Je les prends. Voilà, je fais simplement un petit U comme ça avec les pattes de la résistance. Donc R1, je cherche sur mon PCB R1. Alors R1, ici j'ai la résistance R1. Je la mets en place. Voilà, hop, tac. Et ensuite, pour que la résistance ne sorte pas, voilà, c'est là où les électrotechniciens vont me maudire. Je plie les pattes. Comme ça, la résistance reste en place et elle ne s'en va pas. On est tranquille. Pourquoi les électrotechniciens vont me maudire? Parce que lorsque l'on plie les pattes, c'est difficile à dépanner. Si vous devez dessouder un composant avec les pattes pliées avant soudure, vous aurez du mal à l'extraire du PCB parce que les pattes sont tordues tout simplement. Mais comme c'est une méga squirt et que ça ne tombe que très exceptionnellement en panne, enfin moi j'ai pas eu vraiment à extraire beaucoup de composants sur une méga squirt en panne, donc je vais me contenter de tordre les pattes et ça facilitera le montage, tout reste en place, ça me permettra de souder sans trop de galère. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire du time-lapse, hein. Je vais pas vous embêter très longtemps. Je vais placer un paquet de composants et ensuite je vais faire la soudure, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais rapidement vous faire quelques soudures pour que vous puissiez voir à quoi ça va, comment on fait pour faire une soudure de composants. Ici vous voyez l'envers, donc avec toutes les pattes qui sont en attente de soudure. Je vais juste faire les premières sans aspiration. Ici le fer est allumé, hein, vous pouvez voir la lumière où le fer est en train de préchauffer. On va attendre quelques instants. L'étain commence à fondre, ce qui veut dire que le fer est arrivé à peu près à température. Donc pour nettoyer la panne avant de s'en servir, vous utilisez un petit peu d'étain sur le bout de la panne. Il faut savoir que dans ce type d'étain, il y a du flux décapant à l'intérieur. Donc quand vous en mettez sur la panne du fer, ça va au passage utiliser le flux décapant pour nettoyer la panne. Et puis ensuite, tout simplement, vous passez votre fer un petit peu comme ça dans la paille métallique ici, là, dans votre petite boîte. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais le fer est nickel. Donc maintenant que le fer est nickel, on peut procéder à la soudure. Voilà, donc je remets une petite goutte d'étain sur mon fer. Et maintenant la technique pour souder un composant sur un PCB. On vient poser la pointe du fer à la jonction de la pastille du PCB. Alors la pastille, c'est la petite partie dorée que vous voyez autour du trou. Donc on vient poser notre fer à la jonction entre la pâte, donc la pâte c'est la petite tige métallique que vous voyez ici, et la pastille, donc pour pouvoir chauffer à la fois la pâte du composant et la pastille. Donc les résistances ne sont pas vraiment très sensibles à la chaleur, donc il n'y a pas vraiment de risque de les griller en les soudant. Mais certains composants sont quand même un peu plus sensibles. Comme les transistors sont un peu plus sensibles, il faut que vous soyez assez rapide dans la soudure. Donc vous allez vous mettre à la jointure de la pastille, hop, et de la pâte. Et ensuite voilà, vous attendez un petit peu et c'est soudé. Il n'y a pas besoin d'insister pendant des heures. On fait le deuxième. Voilà. Impeccable, on attend un petit peu, voilà, et c'est soudé. Je vous fais la suivante.
hop, c'est soudé. S'il y a un peu trop d'étain comme ici, vous évacuez l'excès d'étain dans votre boîte avec votre paille de fer et vous continuez sur le composant suivant. Vous pouvez souder à la chaîne, hein. L'essentiel c'est que tous les composants soient bien soudés. On n'a pas besoin de se casser la tête. Voilà, hop. J'ai mis un petit peu trop d'étain sur celui-là. Voilà, hop. Voilà. Passer là. Voilà. Hop. Hop. Un peu trop. Voilà, hop. Voilà. Maintenant, on peut éteindre notre fer avec notre interrupteur ici. Et une fois que tous les composants étaient soudés, vous prenez votre petite pince et vous venez comme ceci couper vos queues de composants le plus court possible, mais sans couper la petite boule de soudure. Donc le plus court possible, mais sans couper la petite boule de soudure à la base de la pâte. Faites très attention lorsque vous coupez, parce que les queues de composants peuvent gicler assez rapidement et vous pouvez vous en prendre une dans l'œil, donc n'allez pas vous blesser l'œil avec une queue de composant, c'est pas le but recherché, hein. On va pas se blesser en assemblant une méga squirt, voilà. Donc on coupe les composants, les queues de composants qui dépassent le plus court possible, et il faut laisser un bon millimètre de soudure dépasser du PCB. On ne coupe pas au ras du PCB, non, on laisse un bon millimètre de soudure dépasser, hein. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, tous les premiers composants que je vous ai installés sont soudés en place. Voilà. Tout est impeccable. On va passer à la suite. Premier sachet de composants installés. Je le mets de côté par là. Je vais rassembler les queues de résistance et je vais les mettre de côté pour pouvoir continuer sur un bureau un peu plus propre. Alors les condensateurs, c'est comme tout à l'heure, hein, ils sont tous étiquetés, ils ont tous une position, tout est vraiment bien étiqueté, il n'y a aucun souci. La seule chose à quoi il faut être attentif,
c'est que certains sont polarisés. Quand ils sont polarisés, on vous indique la position du plus sur le PCB. Alors on va chercher le C22 tout de suite, voilà. Alors voilà. Ici sur le sachet, il y a un petit plus et un petit moins. Plus moins, ça veut dire que les condensateurs sont polarisés, C21, C30. Alors ici sur le condensateur, la patte positive est marquée par un petit plus, donc il y a un petit plus, le plus on le fait correspondre avec le plus qui est sur le PCB, voilà, le plus avec le plus avec le plus ici. Je fais comme tout à l'heure, en laissant une petite marge entre le condensateur et le PCB, je tourne mes pattes, hop, voilà. Ça c'est le C30, voici le C30, toujours pareil, on regarde où est-ce qu'il y a marqué le petit plus, on le fait correspondre avec le plus, on laisse un petit peu d'espace, boum, hop, on tord les pattes, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais encore vous en faire un ou l'autre polarisé, voilà. Alors le C15, C16, ils sont aussi polarisés. La patte positive, c'est la patte qui est la plus longue. Donc le plus, c'est le plus long, indiqué par un plus ici. Voilà, même technique que tout à l'heure. Je plie les pattes des composants et ensuite je les soude à leur place. Voilà la soudure de quelques condensateurs. Alors voilà, c'était les 4 condensateurs polarisés auxquels il faut un peu faire attention lors du montage. Les autres s'installent tout simplement comme des résistances, ils n'ont pas de polarité. Vous les mettez en place, vous tordez les pattes au dos et vous soudez comme tous les autres composants tout simplement. Et voilà, tous les condensateurs sont maintenant installés. On va faire la même chose pour les diodes. Les diodes sont toutes polarisées, il faut faire attention à la polarisation. Dans le paquet des diodes, vous avez des inducteurs. Des inducteurs, c'est quoi? Ce sont des selfs de filtrage. Celles-ci ne sont pas polarisées. Elles sont indiquées L1 et L2. Et ici, Y1. C'est le cristal qui génère la fréquence du microcontrôleur. Donc pour cadencer le microcontrôleur, c'est le petit cristal extérieur qui vient se souder en position Y1. Soudure délicate, donc faites très attention, les cristals sont des composants qui sont très fragiles. Soudez-les le plus vite possible et sans insister. Donc attendez que votre fer soit bien chaud, faites 2 petites soudures, terminé. Même laisser refroidir entre chaque soudure si nécessaire. Le cristal, je vais le laisser pour plus tard parce que j'aime bien le monter à la fin avec le microcontrôleur. Donc je vais le poser de côté en attendant. Voilà. Alors c'est parti. Donc les 2 selfs. Pas de polarité. Hein. On fait pareil, hein, comme un autre composant, on plie les pattes. Donc les selfs sont, si vous suivez ma chaîne, les selfs de filtrage, c'est pour filtrer le courant électrique, pour enlever les parasites du courant électrique. Voilà. L1, L2 sont en place. Voilà. Maintenant autour des diodes. Celles-ci sont assez grosses, donc vous pourrez voir facilement. Donc sur ces diodes, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a un petit anneau doré. Alors voilà, on a un petit anneau doré sur le côté de la diode. Ça s'installe en pliant les pattes comme tout autre composant. Alors D5, voilà, D5 elle est là. On fait correspondre le petit anneau argenté sur le PCB avec le petit trait blanc
qui est indiqué ici sur le PCB. Donc chaque positionnement de diode a un trait blanc. Donc le petit anneau, soit doré sur celle-ci, soit sur celles qui sont en vert, l'anneau est noir. Donc vous le faites correspondre avec le trait blanc sur le PCB. D5, voilà. D5, tac. Et voilà, D5 est en place. Et je vais continuer. Et vous continuez comme ça avec toutes les diodes. Hein. Rien de particulier, à part qu'il faut respecter la polarité de la diode. Donc avec la bague qui est soit la couleur argentée sur celle-ci, soit couleur noire sur celles qui sont en vert. Et vous les faites matcher avec les traits blancs sur les PCB. Maintenant que toutes les diodes sont en place, je vous conseille vivement de faire un contrôle visuel rapide, de bien regarder que les petites couronnes noires ou couleur argentée soient bien alignées avec les traits sur les PCB pour ne pas rencontrer d'erreur, parce que c'est très important de mettre les diodes dans la bonne position. Voilà, donc faites un contrôle visuel. Il vaut mieux contrôler avant de souder. Ça serait bête de devoir dessouder les composants une fois qu'ils sont en place. Toutes les diodes sont en place, on va passer aux composants discrets. Donc maintenant c'est au tour des transistors et de tout le reste. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer par le capteur de pression. Je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a une petite encoche ici au niveau de la patte, c'est la patte numéro 1. Alors le capteur de pression vient en U3 ici, on va le mettre par le dessous du PCB et il se monte l'encoche de la patte numéro 1 dans le pad qui est carré. Donc, pour l'installer très simplement, j'insère le capteur de pression et je plie joyeusement. Normalement, on prend une pince plate, mais je vous montre comment faire sans outil particulier. Voilà. On fait en sorte que notre capteur de pression soit au bon endroit et bien aligné avec ses trous de fixation. On prend 2 vis en nylon fourni. Voilà 2. On les serre, voilà, avec les doigts. Il n'y a pas besoin de serrer outre mesure. Vous pouvez sécuriser les vis avec un point de colle au niveau de l'écrou ici. On procède à la soudure. Voilà qui est fait. Maintenant on va continuer par les petits transistors. Alors les petits transistors, vous avez un côté qui est plat. Voilà. Le côté qui est plat, vous prenez la patte du milieu, vous la tordez légèrement en arrière comme ça, et ensuite vous pouvez simplement mettre quelque chose en dessous et la tordre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. On vient de tordre la patte du milieu pour qu'elle fasse un petit triangle. Si vous avez constaté sur le PCB, on a des petits trous en forme de triangle. Donc qu'est-ce que l'on veut faire? On veut faire en sorte que nos transistors donc viennent s'enficher dans ces logements en triangle. Donc quand vous avez plié la patte côté plat du transistor pour qu'elle vienne un petit peu en déport des deux autres, et bien vous installez tout simplement votre transistor dans les 3 trous. Voilà, hop. Vous l'enfoncez jusqu'au bout du PCB. Vous faites comme d'hab, vous tordez très légèrement les pattes. Et vous faites la même chose pour tous les autres.
Voilà, alors ces petits transistors sont assez délicats à souder, les soudures sont très petites et très rapprochées, et il faut bien faire attention à ce que les soudures ne se touchent surtout pas. Voilà. Q2 et Q7, donc les deux transistors qui se fixent au boîtier, je les ferai plus tard parce qu'il faut les plier de façon à ce qu'ils viennent toucher le boîtier, donc je ferai ça quand j'assemblerai le boîtier, donc vers la fin du processus. En attendant, on va souder U5 et Q1, voilà. Vous regardez où il faut plier les pattes, donc on doit les plier à la base du transistor. Utilisez votre PCB tout simplement. Vous mettez le transistor à l'intérieur, vous faites le premier pli et vous finissez avec les doigts, voilà. Ici, voilà. On pousse un petit peu dessus pour qu'il vienne bien en face du trou. Voilà. On prend la pâte thermique qui est fournie avec. Hop. On vient appliquer une toute petite goutte. Voilà, sur l'arrière de notre transistor. Bien appliqué sur la partie arrière ici à cet endroit-là. Ailleurs ça ne sert à rien. De toute façon vous allez voir, on va en avoir qui va déborder un peu dans tous les sens. Prenez une des vis qui est fournie sur le PCB, ça déborde déjà à droite et à gauche. On va laisser comme ça. Voilà, je vais installer U5 tout de suite dans la foulée. Et puis je vais les souder. Maintenant on va passer aux composants discrets. Donc ici on peut pas vraiment se tromper parce que un est à 6 pins, un est à 8 pins et un est à 16 pins, donc il faut juste les mettre dans les emplacements correspondants. Pour l'orientation des composants, ce n'est pas bien compliqué. Soit vous avez un petit ergot ici, vous faites matcher l'ergot du PCB avec l'ergot du composant discret, ou alors si vous n'avez pas d'ergot, il y a un petit point. Donc le petit point correspond donc à l'ergot sur le PCB, tout simplement. Parfois il faut plier très légèrement les pattes pour que ça s'aligne bien en face du trou. Voilà. Ici même technique, hein. Moi je plie une patte à une extrémité, une patte à l'autre extrémité et le composant tient à sa place. On n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de les faire tenir. Voilà. Ok, le suivant. Impeccable. Je tords une patte d'un côté et une patte de l'autre. Et on va les souder. Voilà qui est fait. Dans la foulée, je vais installer le support de microcontrôleur. Alors ici pareil, il y a un petit ergot ici, là, dans le support. Bon, le support, quelle que soit l'orientation dans laquelle on le met, c'est pas dramatique. L'essentiel c'est de mettre le microcontrôleur dans la bonne position par la suite. Voilà. Hop. Donc ici c'est un peu plus compliqué de tordre une des pattes parce que le support de microcontrôleur est assez dur, donc je vous conseille tout simplement de poser ça sur un petit outil, voilà, histoire de maintenir le support en place et de souder délicatement les 2-3 premiers pins pour que le support ne bouge pas. Voilà, c'est parti. Maintenant je vais souder le petit quartz, comme on arrive bientôt à la fin. Alors le petit quartz c'est très délicat, hein. Faites des soudures rapides, n'insistez pas trop. Voilà, le quartz est soudé, je vais le replier sur le PCB.
On peut sécuriser le quartz avec une petite goutte de colle par-dessus, comme ça il ne bouge pas. Voilà. Maintenant, je vais installer donc les deux connecteurs, donc le DB37 et le DB9. Voilà, ceux-ci tiennent tout simplement dans leur position sans précaution particulière. Voilà, hop, on va les souder dans la foulée. Et voilà, notre PCB de base est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à installer ici le microcontrôleur et à rajouter les deux transistors de puissance qui viennent commander les injecteurs me semble-t-il. Voilà. Ok, on va ouvrir la boîte. Je réinstalle les vis. On ne les serre pas tout de suite parce qu'on veut leur laisser encore un peu de jeu. C'est là qu'on va utiliser nos deux petites vis restantes pour monter nos deux transistors de puissance qui viennent commander les injecteurs, me semble-t-il. Voilà. Donc le Q2 et le Q7. Comme vous pouvez le voir, il faut les plier de manière à ce qu'ils viennent se positionner contre la paroi ici. Oui, ça semble très bien. Donc, comme précédemment, je mets une petite noisette de pâte thermique, voilà. Ça ne chauffe pas vraiment, mais bon, il vaut mieux la mettre. Nos transistors sont bel et bien à leur place. On va maintenant pouvoir les souder. Voilà pour nos transistors. Maintenant, on va utiliser ce petit tuyau pour venir brancher notre prise de dépression pour la pression du collecteur d'admission sur notre sonde de pression d'admission. On va couper ici à cet endroit-là. On va venir insérer le petit tuyau entre ces deux pièces et on va venir fermer donc le boîtier. Voilà. Alors, comment je vais faire ça? Hop. D'abord je coupe. J'aurais dû faire ça avant de positionner. Oups, c'est chaud. J'aurais dû faire ça avant de positionner mes transistors. Hop. Voilà, hop. Je mets en place mon petit écrou. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper les excédents de vis plastique qui dépassent. Vous pouvez sécuriser les vis qui se trouvent ici avec de la colle pour être sûr que ça ne se desserre pas. Normalement il n'y a pas de risque, mais par sécurité vous pouvez ajouter un peu de colle. Ici je vais installer maintenant
en dernier le microcontrôleur. Comme ça, je suis sûr qu'il est protégé de l'électricité statique au maximum, car je ne l'ai pas manipulé auparavant. Pour le mettre en place, c'est très facile. Il suffit de faire matcher ici le petit ergot avec l'ergot du PCB. Voilà, on le met ici comme ça. Et maintenant, si l'on veut upgrader d'une Megasquirt 1, donc avec un processeur de Megasquirt 1 vers un processeur de Megasquirt 2, il suffit de prendre une carte d'extension Megasquirt 2, voilà, et de venir la mettre en place comme ceci. Voici une Megasquirt 2. Voilà, comme vous avez pu le constater, on vient d'assembler une Megasquirt 1. Voilà, la Megasquirt 1 qui se trouve ici. Je vous ferai une vidéo concernant l'upgrade Megasquirt 1 vers Megasquirt 2. Je vous ai montré donc juste avant avec la jonction du petit PCB Megasquirt 2. Je vous ferai aussi une transformation Megasquirt 2 vers Megasquirt 3. La prochaine vidéo que je vais faire concernant cette Megasquirt 1, c'est la mise en marche, le branchement sur Tuner Studio. On va brancher cette Megasquirt 1 sur Tuner Studio. On va faire les premiers réglages et les premiers tunings pour mettre un projet en place, pour installer le firmware dans cette Megasquirt 1. Si vous avez des questions plus précises, n'oubliez pas le forum megasquirt.yaban-racing.com. Voilà, yaban-racing.com, mais vous mettez un Megasquirt et un point devant le Yaban Racing. Donc là-bas, vous pouvez poser toutes vos questions, je répondrai avec plaisir. En attendant, si vous avez des questions au sujet de la vidéo, mettez des questions en bas de la vidéo, tout simplement, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo d'assemblage de la Megasquirt 1, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces vers le bas. En attendant, je vais à tous vous souhaiter une bonne journée. Ciao, bye bye.